Les symboles, les rites et les emblèmes ésotériques des nazis ont marqué l'imaginaire collectif, cachant parfois des secrets surprenants. À signaler que le nazisme n'était pas seulement un mouvement politique et idéologique, c'était aussi une forme de religion qui s'inspirait de diverses sources occultes et néo-païennes. Les nazis étaient fascinés par l'origine et la destinée de la race aryenne, qu'ils considéraient comme supérieure et élue. Pour exprimer leur vision du monde, ils ont utilisé des symboles forts et chargés de sens, qui renvoyaient à des traditions anciennes et à des forces occultes. Parmi ces symboles, le plus connu est sans doute la croix gammée ou svastika, qui était un symbole sacré dans plusieurs cultures, notamment en Inde, où il signifiait le bonheur et le soleil. Les nazis ont repris ce symbole en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour symboliser le renouveau et la révolution. La croix gammée était présente sur le drapeau du parti nazi, sur les brassards des membres, sur les avions et les chars, et même sur les monuments et les bâtiments. Un autre symbole nazi très connu est le Totenkopf, ou tête de mort, qui ornait les casquettes et les colliers des SS, l'élite du régime. Le Totenkopf était un symbole de fidélité, de courage et de sacrifice, mais aussi de terreur et de mort. Il a également été utilisé par les pirates, les francs-maçons et les alchimistes, ce qui témoigne de son origine ésotérique. Le Totenkopf était souvent accompagné de la devise « Mein Heer heißt Treue », qui signifie « Mon honneur s'appelle fidélité ». Les uniformes des nazis étaient également porteurs d'un message symbolique. Ils étaient conçus par le célèbre couturier Hugo Boss, qui était membre du parti nazi et qui a profité du travail forcé des déportés pour fabriquer ses vêtements. Les uniformes des nazis étaient de couleur noire, grise ou verte, pour évoquer la rigueur, la discipline et la nature. Ils étaient ornés de divers insignes, comme les runes, les aigles, les croix de fer, qui rappelaient la mythologie germanique et le passé glorieux de l'Allemagne. Les nazis ne se contentaient pas d'utiliser des symboles, ils pratiquaient aussi des rites et des cérémonies qui avaient pour but de renforcer leur cohésion, leur fanatisme et leur sentiment de supériorité. Ces rites étaient souvent inspirés de la liturgie chrétienne, mais détournés à des fins politiques et racistes. Par exemple, les nazis célébraient le solstice d'été, qui était pour eux la fête du feu et de la lumière, en allumant des feux de joie et en chantant des hymnes. Ils organisaient aussi des baptêmes, des mariages et des funérailles selon un rite païen qui excluait toute référence à Dieu ou au Christ. Les nazis avaient également une fascination pour les emblèmes ésotériques qui étaient censés leur conférer des pouvoirs ou des connaissances cachées. Ils étaient à la recherche de reliques sacrées comme le Saint Graal, la lance de Longinus ou bien le Sassuaire, qu'ils pensaient pouvoir utiliser comme des armes ou des sources d'énergie. Ils s'intéressaient aussi aux sciences occultes comme l'astrologie, la numérologie, la géomancie, qui leur permettaient de prédire l'avenir ou de décrypter les secrets de l'univers. Dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir quelques-uns des secrets et des mystères entourant les symboles, les rites et les emblèmes ésotériques des nazis, ces derniers révélant une facette méconnue et troublante de l'histoire du XXe siècle. Bon visionnage. La svastika, ou croix gammée, est un symbole qui évoque immédiatement le nazisme, le régime totalitaire et raciste qui a dominé l'Allemagne de 1933 à 1945 et qui a été responsable de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. Pourtant, ce symbole n'a pas toujours été associé à la haine et à la violence. Il a au contraire une origine très ancienne et sacrée qui remonte à la préhistoire et qui a été utilisé par de nombreuses cultures et religions à travers le monde. Comment expliquer ce détournement et cette perversion d'un symbole de paix et de prospérité? Quel rôle a joué Guido van List, un occultiste et écrivain autrichien, dans la réinterprétation de la svastika comme un symbole arien et germanique? Précisons tout d'abord que le mot svastika vient du sanskrit, la langue sacrée de l'hindouisme, et signifie bien-être ou bonne fortune. Il désigne une croix dont les branches sont pliées à angle droit, formant un motif en forme de L ou de Z. Le symbole représente diverses notions liées au nombre 4, comme les 4 saisons, les 4 buts de la vie, les 4 étapes de la vie ou bien les 4 directions. Il est aussi associé au soleil, au feu, à la vie, à la chance ou bien à la protection. Le svastika est un symbole religieux dans l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et d'autres traditions spirituelles. Il est souvent dessiné sur les portes, les murs ou bien les objets rituels, et ce afin d'attirer la bénédiction divine et éloigner le malheur. Le symbole du svastika n'est pas propre à l'Asie.
Il apparaît dans d'autres régions et civilisations du monde, comme l'Égypte, la Grèce, la Rome antique, l'Éthiopie, l'Espagne, l'Europe du Nord, l'Afrique ou bien l'Amérique. Il est présent sur des objets, des monuments, des fresques, des mosaïques, des textiles ou bien des bijoux, datant de différentes époques, depuis la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge. Il est souvent interprété comme un symbole solaire, cosmique, cyclique et dynamique. Il est aussi utilisé par certaines religions monothéistes, comme le christianisme, l'islam ou bien le judaïsme, mais avec une signification différente ou secondaire. Le swastika est donc un symbole universel qui exprime des valeurs positives et spirituelles. Comment se fait-il qu'il soit devenu le symbole du nazisme, une idéologie négative et matérialiste? La réponse se trouve dans le contexte historique et culturel de l'Europe du XIXe siècle et du début du XXe siècle, marqué par le nationalisme, le romantisme, l'occultisme et le racisme. C'est dans ce contexte qu'émerge la figure de Guido van List, un écrivain et occultiste autrichien qui va réinventer la swastika comme un symbole arien et germanique. Guido van List, né en 1848 à Vienne et mort en 1919 à Berlin, est issu d'une famille de négociants aisés. Il se passionne dès son enfance pour la nature, la poésie, la peinture et la mythologie germanique. Il rejette le catholicisme de ses parents et se tourne vers le paganisme. Il suit une formation commerciale, mais il se consacre à l'écriture et au journalisme. Il publie des articles, des romans et des pièces de théâtre dans lesquelles il glorifie le passé et la culture des peuples germaniques, en opposition à la civilisation romaine et chrétienne. Il s'engage dans le mouvement pan-germaniste, qui revendique l'unité et la supériorité de la race allemande. Il devient franc-maçon, mais il quitte la loge pour fonder sa propre société secrète, l'ordre Armanen, qui se base sur sa propre interprétation des runes, les anciens caractères alphabétiques utilisés par les peuples germaniques. Guido van List est le fondateur de l'armanisme, une doctrine occulte et raciste qui prétend révéler les secrets de la religion originelle des Aryens, les ancêtres mythiques des Allemands. Selon lui, les Aryens étaient les premiers habitants de l'Europe qui avaient créé une civilisation supérieure fondée sur le culte de Wotan, le dieu suprême, et sur la connaissance des runes, qui étaient à la fois des lettres, des nombres, des symboles et des forces magiques. Il affirme que les Aryens ont été envahis et opprimés par les Romains, les chrétiens et les Juifs, ainsi que les Slaves, qui ont détruit leur culture et leur religion. Il appelle à la renaissance de l'esprit arien par le biais d'une initiation aux mystères armanistes qui doivent conduire à la création d'un nouvel empire germanique. Parmi les symboles armanistes, le plus important est la swastika, que Guido van List appelle aussi la croix solaire, la croix de Wotan ou la croix de la victoire. Il la considère comme le symbole originel des Aryens, qui représente le mouvement du soleil dans le ciel, la rotation des saisons, le cycle de la vie, ainsi que la force vitale. Il la dessine en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour marquer la différence avec le sens horaire des swastikas orientales. Il la place au centre d'un cercle pour symboliser l'unité et la perfection. Il la décore de runes pour lui donner une valeur magique et sacrée. Il la fait figurer sur ses livres, ses lettres, ses médailles et ses drapeaux. Enfin, il la diffuse dans les milieux nationalistes et volkisch qui partagent sa vision du monde. C'est ainsi que la swastika devient progressivement le symbole du pan-germanisme, du nationalisme, du racisme et de l'antisémitisme en Allemagne et en Autriche. Elle est reprise par de nombreux groupes et partis politiques qui s'inspirent des idées de Guido van List. Parmi eux, le plus célèbre est le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, fondé en 1919 par Adolf Hitler, qui adopte la swastika comme son emblème en 1920. Hitler explique dans son livre Mein Kampf qu'il a choisi la swastika comme un symbole de la lutte pour la victoire de l'homme arien et qu'il l'a placée dans un cercle blanc sur un fond rouge pour créer un drapeau puissant et frappant. Il fait de la swastika le symbole officiel du Troisième Reich qu'il instaure en 1933 après avoir accédé au pouvoir. Il impose la swastika sur tous les bâtiments, les monuments, les uniformes, les insignes, les timbres ou bien les pièces de monnaie. Il fait de la swastika le signe de ralliement de ses partisans qui doivent la saluer en levant le bras droit. Enfin, il fait de la swastika le symbole de sa politique d'expansion territoriale, de persécution des Juifs et des autres minorités menant au déclenchement de la guerre. La swastika nazie devient ainsi le symbole de la terreur, de la souffrance et de la mort pour des millions de personnes. Elle est associée aux crimes et aux atrocités commis par le régime nazi,
notamment l'Holocauste, le génocide de 6 millions de Juifs et de 5 millions d'autres victimes. Elle est bannie et interdite dans la plupart des pays après la défaite de l'Allemagne en 1945. Elle reste cependant utilisée par des groupes néo-nazis, d'extrême droite ou suprémacistes blancs qui continuent de propager la haine et la violence. Elle est aussi parfois détournée ou parodiée par des artistes, des militants ou des humoristes qui cherchent à la dénoncer, à la démythifier ou bien à la ridiculiser. La swastika est donc un symbole qui a connu une histoire tourmentée, passant d'un sens positif à un sens négatif, selon les contextes et les interprétations. Elle illustre la complexité et l'ambiguïté des symboles qui ne sont pas figés, mais qui évoluent et se transforment au fil du temps et de l'espace. Elle pose aussi la question de la mémoire et de la réconciliation face à un symbole qui porte en lui les traces d'un passé douloureux, mais qui n'est pas réductible à ce seul passé. Elle invite enfin à la vigilance et à la responsabilité face à l'utilisation et à l'abus des symboles qui peuvent servir à exprimer des idées, mais aussi à manipuler, à diviser ou bien à opprimer. Les uniformes nazis sont les tenues portées par les membres du Parti national-socialiste allemand et de ses branches militaires et paramilitaires, notamment la Wehrmacht, l'armée régulière, la Luftwaffe, l'armée de l'air, et la Waffen-SS, l'armée idéologique, ainsi que la SA, les fameuses sections d'assaut. Ces uniformes ont été conçus pour refléter l'idéologie, la hiérarchie et l'esthétique du régime nazi, ainsi que pour inspirer la crainte et le respect chez les ennemis et les alliés. Parmi les principaux concepteurs des uniformes nazis, on trouve Karl Diebitsch, un artiste et officier SS qui fut avec son collaborateur Walter Heck le créateur des uniformes de la SS et de toute la marchandise estampillée des deux runes SIG, la lettre S en alphabet runique, pour tous les corps de la Schutzstaffel. Diebitsch dessina notamment l'uniforme noir caractéristique de l'Allgemeine SS, la SS générale. Il fut aussi le directeur de la Porzellanmanufaktur Haller, une entreprise SS qui produisait de la porcelaine et des objets décoratifs à l'effigie du parti nazi. Un autre acteur important dans la fabrication des uniformes nazis fut Hugo Boss, un industriel allemand qui possédait une usine de vêtements à Benzingen. Boss fut membre du parti nazi dès 1931 et bénéficia de nombreuses commandes de costumes militaires de la part du régime. Il employa des travailleurs forcés, notamment des prisonniers de guerre français et des déportés juifs, pour produire les uniformes de la SA, de la SS, de la jeunesse hitlérienne et du service du travail du Reich. Après la guerre, Boss fut jugé et condamné pour son implication dans le nazisme, mais il continua à diriger son entreprise jusqu'à sa mort en 1948. Aujourd'hui, Hugo Boss est une marque de mode internationale qui a reconnu et regretté son passé nazi. Les uniformes nazis se distinguaient par leur coupe, leur couleur et leur insigne. La tunique M36, par exemple, était un modèle de veste porté par les soldats de la Wehrmacht et de la Waffen-SS. Elle était de couleur gris-vert avec un col noir, des pattes d'épaule, des poches à rabat et des boutons argentés. La tunique M36 était souvent accompagnée d'un pantalon gris, d'une chemise beige, d'une cravate noire, d'un ceinturon, d'une paire de bottes et d'un casque d'acier. Sur la poitrine, les soldats portaient généralement la croix de fer, une décoration militaire créée en Prusse en 1813 et renouvelée par le régime nazi en 1939. La croix de fer était décernée pour les actes d'héroïsme au combat et se déclinait en plusieurs classes, allant de la croix de fer de deuxième classe à la croix de chevalier avec feuilles de chêne, glaive et brillant. Un autre signe emblématique des uniformes nazis était le Totenkopf ou tête de mort. Il s'agissait d'un symbole hérité des régimes de hussards prussiens du XVIIIe siècle qui l'arboraient sur leur coiffure pour exprimer leur mépris de la mort. Le Totenkopf fut repris par la SS qui le portait sur la casquette, le col et la bague d'honneur. Elle fut aussi utilisée par les équipages de véhicules blindés de la Wehrmacht et de la Luftwaffe, ainsi que par les unités de garde des camps de concentration. Le Totenkopf était souvent associé à deux fémurs croisés formant une croix pâtée noire. Ce symbole, qui rappelait celui des chevaliers teutoniques et des chevaliers templiers, était aussi présent sur les drapeaux, les avions et les navires du régime nazi. Les uniformes nazis ont marqué l'histoire et la culture par leur aspect à la fois séduisant et terrifiant. Ils ont été
le reflet d'une idéologie totalitaire et raciste qui a entraîné la mort de millions de personnes. Ils ont aussi été le support d'une propagande efficace qui a cherché à glorifier le pouvoir, la discipline et la loyauté du peuple allemand. Aujourd'hui, les uniformes nazis sont interdits ou réglementés dans de nombreux pays, en raison de leur connotation négative et de leur potentiel de provocation. Ils restent néanmoins des objets de collection, de fascination et de controverse pour certains. Le Totenkopf, tête de mort, est un insigne qui a été utilisé par les différentes formations militaires ou paramilitaires allemandes au cours de l'histoire. Il représente une tête de mort accompagnée de deux fémurs croisés, parfois placés sous la mâchoire ou derrière elle. Cet insigne a une origine lointaine qui remonte aux tribus germaniques du Moyen-Âge qui exprimaient ainsi leur défi face à la mort au combat. Il a ensuite été repris par certains régimes de cavaliers prussiens au XVIIIe siècle, notamment les hussards noirs qui arboraient le Totenkopf sur leur coiffure. Ce symbole était censé inspirer la terreur à l'ennemi et la fidélité au roi. Le Totenkopf a connu une nouvelle popularité au XXe siècle, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a été porté par deux formations distinctes, les équipages de véhicules blindés de la Wehrmacht, l'armée régulière allemande, et la 3e division SS Totenkopf, une unité de la Waffen-SS, la branche militaire de la SS. Ces deux formations avaient des origines, des missions et des comportements différents, mais elles partageaient le même insigne qui symbolisait leur esprit de corps et leur mépris de la mort. Les équipages de véhicules blindés de la Wehrmacht étaient les héritiers des traditions de la cavalerie prussienne, qui avait abandonné ses chevaux pour se mécaniser après la Première Guerre mondiale. Ils portaient le Totenkopf sous forme de pattes de colle en fil d'argent sur leurs uniformes noirs qui rappelaient justement les fameux hussards noirs. Le Totenkopf était également peint sur les blindés comme un signe de reconnaissance et de provocation. Les équipages de véhicules blindés de la Wehrmacht étaient considérés comme des soldats d'élite qui se distinguaient par leur courage, leur habileté et leur discipline. Ils ont participé à de nombreuses batailles sur les différents fronts de la guerre, notamment en France, en Afrique du Nord ou bien en URSS. Ils ont souvent infligé de lourdes pertes à l'ennemi, bien qu'ils aient subi des revers, notamment face à la supériorité numérique et matérielle des Alliés. La 3e division SS Totenkopf avait une origine différente, puisqu'elle était issue des unités de garde des camps de concentration, les SS Totenkopfverbände, les unités SS à tête de mort. Ces unités étaient dirigées par Theodor Eicke, un fanatique nazi qui avait été nommé inspecteur des camps de concentration en 1934. Eicke avait transformé les SS-TV en unités aptes au combat en leur assurant un bon équipement et un entraînement rigoureux. Il avait également inculqué à ses hommes une idéologie raciste et violente qui les poussait à commettre de nombreux crimes de guerre. La division Totenkopf a été créée en 1939 et a pris part à l'invasion de la Pologne, de la France et de l'URSS. Elle s'est distinguée par son fanatisme et sa brutalité, notamment lors du massacre de prisonniers de guerre britanniques du Paradis en 1940 ou lors de la répression de la révolte du ghetto de Varsovie en 1943. Elle a également participé à des batailles importantes comme le siège de Leningrad, la bataille de Koursk ou bien la défense de Berlin. Elle a subi de lourdes pertes et a été dissoute en mai 1945. Au final, le Totenkopf est un insigne qui a marqué l'histoire militaire allemande, mais qui a aussi été associé à des crimes et à des atrocités. Il a été porté par des soldats aux motivations et aux comportements différents, mais qui partageaient une certaine vision de la guerre, fondée sur le courage, la loyauté et le mépris de la mort. Il reste aujourd'hui un symbole controversé qui peut être vu comme un signe de bravoure ou de barbarie selon le point de vue adopté. L'aigle impérial, ou Reichsadler, est un symbole héraldique qui représente la souveraineté et la puissance de l'Empire allemand. Il est dérivé de l'aigle romain qui symbolisait la domination de Rome sur le monde antique. L'aigle impérial a été adopté par les rois et les empereurs germaniques depuis le Moyen Âge, et il est devenu l'emblème officiel de l'Allemagne unifiée en 1871. L'aigle impérial a connu plusieurs variations au cours de l'histoire, selon les régimes politiques et les styles artistiques. Il a généralement été représenté avec une tête tournée vers la droite, tenant un sceptre et une orbe dans ses serres et portant une couronne sur sa tête.
La couleur de l'aigle était souvent noire, mais parfois dorée ou argentée. Le fond sur lequel il était placé pouvait être rouge, blanc, bleu ou jaune, selon les couleurs nationales de l'Allemagne. L'aigle impérial a connu son grand retour au cours du Troisième Reich, le régime nazi qui a gouverné l'Allemagne de 1933 à 1945. Le Troisième Reich a utilisé l'aigle impérial comme symbole de sa prétention à restaurer la grandeur de l'Empire allemand et à étendre son influence sur l'Europe et le monde. L'aigle impérial du Troisième Reich était stylisé de manière plus simplifiée et plus agressive avec une tête tournée vers la gauche, tenant une croix gammée dans ses serres et sans couronne ni attributs impériaux. La couleur de l'aigle était noire et le fond sur lequel il était placé était rouge, les couleurs du parti nazi. L'aigle impérial du Troisième Reich a largement été diffusé et utilisé comme symbole de propagande par le régime nazi. Il figurait sur les drapeaux, les insignes, les timbres, les pièces de monnaie, les affiches, les monuments, ainsi que sur les uniformes des différentes branches du pouvoir nazi, comme la SS, la Gestapo ou la Luftwaffe. La Luftwaffe était l'armée de l'air allemande qui a joué un rôle majeur dans la guerre aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale. L'aigle impérial de la Luftwaffe était orné d'une couronne de laurier et portait les initiales L et W sur sa poitrine. L'une des personnalités les plus célèbres qui a contribué à la diffusion de l'aigle impérial du Troisième Reich était Leni Riefenstahl, une cinéaste et photographe allemande qui était proche d'Adolf Hitler, le chef du parti nazi et du Troisième Reich. Leni Riefenstahl a réalisé plusieurs films de propagande pour le régime nazi, comme Le Triomphe de la volonté, qui montrait le congrès du parti nazi à Nuremberg en 1934, où l'aigle impérial était omniprésent. Leni Riefenstahl a également filmé les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, où là encore, l'aigle impérial était affiché comme symbole de la supériorité de la race aryenne. L'aigle impérial du Troisième Reich a disparu à la fin de la guerre, lorsque l'Allemagne a été vaincue par les forces alliées en 1945. Le régime nazi a été renversé et ses symboles ont été interdits ou détruits. L'aigle impérial a donc été remplacé par le drapeau tricolore de l'Allemagne de l'Ouest et par le marteau de l'Allemagne de l'Est, les deux États qui ont succédé à l'Allemagne divisée par les vainqueurs de la guerre. L'aigle impérial n'a été rétabli comme symbole de l'Allemagne qu'en 1950 avec une apparence plus pacifique et démocratique, sans croix gammée ni connotation impériale. L'aigle impérial est toujours l'emblème de l'Allemagne réunifiée depuis 1990 et il représente la continuité et l'identité de la nation allemande. L'étendard personnel d'Hitler était le symbole de son pouvoir absolu sur le Troisième Reich. Il était constitué d'une croix gammée au centre, bordée d'une couronne d'or et entouré par 4 aigles sur un fond rouge. Cet étendard fut conçu par Hitler lui-même en 1934, après le décès du président Paul von Hindenburg, qui lui permit de cumuler les fonctions de chef de l'État et de chef du gouvernement. L'étendard personnel d'Hitler était utilisé pour marquer sa présence lors des cérémonies officielles, des discours, des parades et des visites. Il était hissé sur les bâtiments publics, les monuments, les véhicules et les avions qui le transportaient. Il était également présent sur son train blindé nommé America, puis Brandenburg, qui lui servait de quartier général mobile lors de ses déplacements en Europe. Ce train, long de 430 mètres, était équipé de canons anti-aériens, de moyens de communication et de confort, et pouvait accueillir jusqu'à 200 personnes, dont des dignitaires nazis et des invités étrangers. L'un des lieux les plus emblématiques où l'étendard personnel d'Hitler flottait était le Nid d'Aigle, une résidence secondaire située à 1834 mètres d'altitude sur le mont Kelstein, près de Berchtesgaden, en Bavière. Ce bâtiment, offert à Hitler pour son 50e anniversaire en 1939, était accessible par une route de 6,5 km et un ascenseur en laiton. Il offrait une vue panoramique sur les Alpes et le lac de Königssee. Hitler y séjournait rarement, mais il y recevait parfois des personnalités comme Benito Mussolini, le duc et la duchesse de Windsor, ou bien Eva Braun, sa compagne. L'étendard personnel d'Hitler disparut à la fin de la guerre lorsque l'Allemagne fut vaincue par les Alliés en 1945. Le régime nazi fut renversé et ses symboles furent interdits et détruits, raison pour laquelle l'étendard personnel d'Hitler fut capturé par des soldats américains qui le découpèrent en morceaux et les emportèrent comme trophée. Certains fragments furent retrouvés
et exposées dans des musées comme le Musée national d'histoire américaine à Washington ou bien le Musée impérial de la guerre à Londres. Les symboles runiques sont des signes alphabétiques utilisés par les peuples germaniques depuis l'Antiquité. Ils ont une valeur phonétique, mais aussi magique et religieuse. Ils sont inspirés des cultures celtiques, romaines et grecques et sont liés à la mythologie nordique. Les symboles runiques ont été réinterprétés et détournés par le régime nazi qui les a utilisés comme symbole de sa vision raciste et totalitaire du monde. L'un des principaux responsables de cette appropriation est, comme on l'a vu, Guido von List, un occultiste et écrivain autrichien qui a développé une théorie appelée l'armanisme. Selon lui, les runes sont les vestiges d'une ancienne sagesse aryenne qui aurait été perdue à cause du christianisme. Il affirme que les runes sont les clés pour retrouver l'identité et la puissance de la race aryenne qu'il associe au peuple germanique. Il invente un système de 18 runes qu'il appelle les Armanen-runes, qu'il prétend être les runes originelles. Il attribue à chaque rune une signification ésotérique et une correspondance astrologique. Il publie ses idées dans un livre intitulé « Le secret des runes » en 1908. Les idées de Guido von List ont eu une grande influence sur le mouvement Völkisch, un courant nationaliste et antisémite qui prônait le retour aux racines germaniques. Ce mouvement a été l'un des précurseurs du nazisme et plusieurs de ses membres ont rejoint le parti nazi. Parmi eux, Heinrich Himmler, le chef de la SS, la police secrète et l'organisation paramilitaire du régime. Himmler était fasciné par l'occultisme et les runes et il a fait de la SS une sorte de société secrète initiatique basée sur une idéologie raciale et mystique. Il a choisi 2 runes comme symbole de la SS, la rune Sieg, qui représente le soleil, la victoire et la force, et la rune R, qui représente le mouvement, le voyage et la transformation. Il a combiné ces 2 runes pour former le sigle SS, qui était porté sur les uniformes, les véhicules et les documents de la SS. Himmler a également créé l'Ahnenerbe, un institut de recherche chargé d'étudier l'histoire et la culture de la race aryenne. L'Ahnenerbe a mené des expéditions archéologiques, ethnologiques et scientifiques dans le monde entier à la recherche de preuves de la supériorité et de l'origine des Aryens. L'Ahnenerbe a utilisé les runes comme source d'inspiration et de légitimation de ses théories. Il a également adopté la rune de la vie, aussi appelée Lebensrune, qui représente la naissance, la croissance et la vitalité. Cette rune était utilisée comme symbole de la politique nataliste du régime qui encourageait les femmes allemandes à avoir de nombreux enfants. Elle était aussi utilisée comme symbole des maisons de vie, des centres médicaux destinés à accueillir les femmes enceintes et les nourrissons. A l'inverse, l'Ahnenerbe a utilisé la rune de la mort, aussi appelée Totenrune, qui représente la fin, le sacrifice et le renouveau. Cette rune était utilisée comme symbole des maisons de mort, des centres d'euthanasie où étaient tués les malades mentaux, les handicapés et les indésirables. Elle était aussi utilisée comme symbole des tombes des soldats allemands morts au combat. Le régime nazi a également utilisé d'autres symboles runiques pour ses organisations et ses projets. Par exemple, la croix gammée, qui était une variante de la rune G, qui représente le don, la générosité et le destin. La croix gammée était le symbole principal du parti nazi et du Troisième Reich, et elle était censée représenter la pureté et la prospérité de la race aryenne. Elle était aussi associée au dieu Thor, le dieu du tonnerre et de la guerre, dans la mythologie nordique. Un autre exemple est la rune T, aussi appelée rune Tyr, qui représente le dieu de la guerre, de la justice et de l'ordre dans la mythologie nordique. Cette rune était utilisée comme symbole des jeunesses hitlériennes, l'organisation de jeunesse du parti nazi qui formait les futurs membres de la SS et de l'armée allemande. Elle était aussi utilisée comme symbole du projet T4, un programme secret d'extermination des malades mentaux et des handicapés, qui a servi de précurseur à la solution finale. L'appropriation des symboles runiques par le régime nazi a eu pour effet de dénaturer et de salir leur signification originelle. Les runes, qui étaient à l'origine des symboles de sagesse et de spiritualité, sont devenus des symboles de haine et de violence. Après la chute du nazisme, les symboles runiques ont été interdits et stigmatisés dans de nombreux pays, et ils sont encore aujourd'hui injustement associés à l'extrême droite et au néo-nazisme. Cependant, certains groupes et individus cherchent à réhabiliter les runes et à leur redonner leur valeur positive et authentique en les utilisant
comme symbole de leur identité culturelle et de leur héritage germanique. La Blutfahne, littéralement drapeau de sang, est le nom donné au drapeau à croix gammée qui fut taché de sang de plusieurs militants nazis lors du putsch de la brasserie à Munich le 9 novembre 1923. Ce putsch, mené par Adolf Hitler et Erich Ludendorff, visait à renverser le gouvernement de la République de Weimar et à instaurer une dictature nationale-socialiste. Il échoua face à la résistance de la police qui fit 16 morts et une centaine de blessés parmi les putschistes. Le drapeau, qui appartenait à la 5e section de la SA, l'aile paramilitaire du parti nazi, fut porté par Heinrich Trambauer, qui réussit à le cacher après la fusillade. Il le remit à Hitler à sa sortie de prison en 1924. Celui-ci fit du drapeau un symbole sacré du parti nazi et le confia à la SS, son fameux corps d'élite. Le porteur officiel du drapeau fut Jakob Grimminger, un ancien combattant de la Première Guerre mondiale et un des participants au putsch de la brasserie. Le drapeau fut utilisé lors des cérémonies officielles du parti nazi, notamment lors des congrès de Nuremberg, où il servait à consacrer les autres drapeaux du parti en les touchant. Il était également présent lors des discours d'Hitler, des parades militaires et des funérailles des dignitaires nazis. Il symbolisait le sacrifice, la fidélité et la pureté de la race aryenne. La dernière apparition connue du drapeau date du 18 octobre 1944, lors de la mobilisation de la Volkssturm, la milice populaire créée par Hitler pour défendre le Reich face à l'avancée des Alliés. Après la chute du nazisme, le sort du drapeau reste un mystère. Selon certaines sources, il aurait été détruit lors d'un bombardement allié sur la Maison Brune, le siège du parti nazi à Munich, où il était conservé. Selon d'autres sources, il aurait été sauvé par Grimminger ou un autre membre de la SS et caché ou vendu à un collectionneur privé. Aucune preuve n'a pu confirmer ces hypothèses et le drapeau n'a jamais été retrouvé. La Blutfahne est un objet historique controversé qui illustre la manipulation et la perversion du nazisme. Il a été utilisé comme un instrument de propagande et de fanatisme, détournant la valeur originelle du drapeau, qui était un symbole de paix et d'harmonie dans les cultures orientales. Il a également été associé à des crimes atroces et à une idéologie raciste et totalitaire. Aujourd'hui, le drapeau est interdit en Allemagne, comme tous les symboles nazis, et il est considéré comme un symbole de haine et de violence. Le régime nazi, qui dirigea l'Allemagne de 1933 à 1945, créa de nombreuses décorations et récompenses militaires pour récompenser les soldats, les officiers et les civils qui se distinguaient par leur bravoure, leur fidélité ou leur mérite au service du Troisième Reich. Ces décorations avaient une forte valeur symbolique et idéologique qui servait à renforcer le sentiment de supériorité et de destinée de la race aryenne. Parmi les décorations les plus connues, on peut citer la Croix de fer. C'est la plus ancienne et la plus prestigieuse décoration militaire allemande, créée en 1813 par le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III. Elle fut rétablie par Adolf Hitler le 1er septembre 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, et comportait 4 grades. La croix de fer de 2e classe, la croix de fer de 1re classe, la croix de chevalier de la croix de fer et la grande croix de la croix de fer. La croix de fer était une croix pâtée noire, avec une croix gammée en son centre et l'année 1939 dans la branche du bas. Elle était décernée pour des actes d'héroïsme ou de mérite au combat, sans distinction de grade ou d'armes. La croix de chevalier de la croix de fer était la plus convoitée et fut attribuée à 7313 personnes, dont 882 reçurent des distinctions supplémentaires, les feuilles de chêne, les glaives, les brillants ou les feuilles de chêne et glaives en or. Parmi les plus célèbres, on peut citer Erwin Rommel, Erich von Manstein, Heinz Guderian, Hermann Göring, Reinhard Heydrich, Heinrich Himmler, Joachim von Ribbentrop, Otto Skorzeny, Erich Hartmann, Michael Wittmann ou bien Otto Carius, les fameux tankistes allemands. Également existait l'épée d'honneur des SS. C'était une décoration spécifique à la SS, l'organisation paramilitaire et policière du régime nazi dirigée par Heinrich Himmler. Elle fut créée en 1935 et consistait en une épée de parade portant le nom du récipiendaire, accompagnée de la devise « Mon honneur s'appelle fidélité » et de la signature en prime de Himmler.
Elle était décernée aux membres de la SS qui se distinguaient par leur courage, leur loyauté ou leur service exceptionnel au Führer. Elle était remise lors d'une cérémonie solennelle où l'heureux élu devait prêter serment de fidélité à Hitler et à Himmler. L'épée d'honneur des SS fut attribuée à environ 300 personnes, dont la plupart étaient des officiers supérieurs ou des chefs de division. Parmi les récipiendaires les plus connus, on peut citer Theodor Eicke, Joachim Pepper ou bien Adolf Eichmann. Enfin, citons la croix allemande, c'était une décoration créée le 28 septembre 1941 pour combler le vide entre la croix de fer de première classe et la croix de chevalier de la croix de fer. Elle était destinée aux soldats qui faisaient preuve d'un courage et d'un mérite répété au combat, mais qui n'avaient pas accompli d'exploits exceptionnels. Elle existait en deux versions, la croix allemande en or pour les actes de bravoure et la croix allemande en argent pour les actes de mérite. La croix allemande était une étoile à 8 branches portant une couronne de feuilles de chêne et une croix gammée en son centre sur un disque rouge. Elle était portée sur la poitrine droite de l'uniforme. La croix allemande en or fut attribuée à environ 26 000 personnes, dont 1200 reçurent également la croix de chevalier de la croix de fer. La croix allemande en argent fut attribuée à environ 3000 personnes, dont 450 reçurent également la croix de chevalier de la croix de fer. Ces décorations et récompenses militaires du régime nazi témoignent de la volonté de Hitler et de ses fidèles de créer une élite militaire et politique dévouée à la cause nationale-socialiste et à la guerre totale. Elle reflète également l'idéologie raciste et antisémite du régime qui excluait de toute reconnaissance les soldats et les civils non aryens, notamment les juifs, les slaves ou bien les roms. Elles sont aujourd'hui interdites en Allemagne, comme tous les symboles nazis, et sont considérées comme des symboles de haine et de violence. L'occultisme désigne l'ensemble des pratiques, des croyances et des doctrines qui se fondent sur la connaissance et la manipulation de forces cachées ou surnaturelles. L'occultisme a souvent été associé au régime nazi, qui aurait été influencé par des courants ésotériques, des sociétés secrètes et des rites mystiques. Cette idée a été popularisée par des livres, des films et des jeux qui ont exploité le potentiel fantasmatique et romanesque de ce thème. Mais qu'en est-il réellement ? Le nazisme était-il un mouvement occulte ? Quelle place l'occultisme occupait-il dans la politique, l'idéologie et la culture du Troisième Reich ? Quels étaient les acteurs, les sources et les objectifs de l'occultisme nazi ? Eh bien, pour répondre à ces questions, il faut d'abord distinguer deux éléments distincts, celui des dirigeants nazis et celui des institutions du régime. Au niveau des dirigeants, il est vrai que certains d'entre eux, notamment Adolf Hitler, Heinrich Himmler ou Rudolf Hess, avaient des intérêts et des sympathies pour l'occultisme. Hitler, par exemple, croyait en la providence, en la fatalité et en son destin exceptionnel. Il était fasciné par les légendes nordiques, les symboles antiques et les prophéties. Himmler, chef de la SS, était quant à lui un adepte du néopaganisme, du racisme occulte et de la quête du Graal. Il voulait créer une élite de guerriers inspirés des chevaliers teutoniques qu'il installa dans le château de Wewelsburg, transformé en centre spirituel et ésotérique. Hess, le dauphin d'Hitler, était quant à lui un fervent astrologue qui consulta le Suisse Karl Ernst Kraft pour interpréter les horoscopes du Führer et du Reich. Il s'envola en 1941 vers l'Angleterre, persuadé d'avoir une mission pacifique dictée par les astres. Cependant, ses intérêts personnels ne signifiaient pas que les dirigeants nazis étaient des occultistes convaincus et pratiquants. Ils étaient plutôt influencés par le climat culturel de leur époque, marqué par le renouveau de l'occultisme en Europe, notamment en Allemagne, où se développèrent de nombreux mouvements volkisch, théosophiques, anthroposophiques ou bien rosicruciens. Ces mouvements qui mélangeaient nationalisme, racisme, mysticisme et ésotérisme fournirent au nazisme certaines de ses sources idéologiques et symboliques, comme la notion de race aryenne, le mythe de Thulé, le svastika ou la rune Sig. Mais ils ne furent pas les seuls ni les principaux, car le nazisme s'appuyait aussi sur des courants plus rationnels, comme le darwinisme social, le scientisme, le positivisme ou bien le pangermanisme. Le nazisme était donc un syncrétisme qui empruntait à diverses sources sans se soucier de leur cohérence ou de leur origine. Il n'était pas un mouvement occulte, mais un mouvement qui utilisait l'occultisme à des fins politiques, idéologiques et culturelles. Pour ce qui est de ces institutions, il faut également nuancer l'idée d'un régime nazi imprégné d'occultisme. Il est vrai
que certaines organisations du Reich, notamment la SS, menèrent des recherches et des expériences liées à l'occultisme sous la direction de Himmler. L'une de ces organisations était l'ANNERBE, la Société pour la recherche et l'enseignement sur l'héritage ancestral allemand, fondée en 1935. L'ANNERBE avait pour but d'étudier l'histoire, la culture, la religion et la biologie des peuples germaniques dans une perspective raciste et mystique. Elle finança et organisa des expéditions scientifiques dans le monde entier à la recherche de traces de la civilisation aryenne, comme en Islande, au Tibet, en Scandinavie ou bien en Amérique du Sud. Elle s'intéressa aussi à des domaines comme l'astrologie, la géomancie, la radiesthésie, la médecine alternative ou bien la cryptozoologie. Elle mena également des expériences atroces sur des détenus des camps de concentration dans le but de créer une race supérieure ou de trouver des armes secrètes. Toutefois, ces activités occultes ne représentaient qu'une partie des activités du régime nazi, qui était aussi engagé dans des recherches et des projets plus conventionnels, voire plus avancés dans les domaines de la physique, de la chimie, de l'aéronautique ou bien de la médecine. Le régime nazi n'était pas un bloc monolithique, mais un ensemble hétérogène et conflictuel où coexistaient des courants et des intérêts divergents. L'occultisme nazi n'était pas une politique officielle, mais une tendance marginale qui était souvent critiquée, voire combattue par d'autres instances du pouvoir, comme le parti nazi, la Wehrmacht, l'Église, ou même Hitler lui-même, qui se méfiait de l'astrologie, de la magie et du spiritisme. L'occultisme nazi n'était pas non plus une force déterminante, mais une faiblesse qui révélait le caractère irrationnel, délirant et criminel du régime. L'occultisme dans le régime nazi est donc un phénomène complexe qui ne peut se réduire à une vision simpliste et sensationnaliste. Il faut le replacer dans son contexte historique, culturel et politique et le confronter aux sources et aux faits sans céder aux fantasmes et aux spéculations. Il faut aussi le relativiser en le comparant aux autres aspects du nazisme qui ne relevaient pas de l'occultisme, mais qui n'en étaient pas moins terrifiants. L'occultisme nazi n'explique pas tout, ni ne justifie rien. Il n'est qu'un élément parmi d'autres qui contribue à éclairer la nature et le fonctionnement du régime le plus monstrueux de l'histoire. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique entreprirent un processus de dénazification qui visait à éliminer l'influence et les traces du régime nazi en Allemagne et dans les territoires occupés. Ce processus comprenait notamment l'interdiction des symboles nazis tels que la croix gammée, l'aigle impérial ou bien le salut hitlérien. L'interdiction des symboles nazis avait pour objectif de rompre avec le passé, de prévenir la résurgence du nazisme et de favoriser la démocratisation et la réconciliation de l'Allemagne et de l'Europe. L'interdiction des symboles nazis s'appliquait à tous les domaines de la vie publique et privée, comme la politique, la culture, l'éducation, la religion, les médias ou bien les sports. Elle concernait aussi bien les objets matériels, les drapeaux, les insignes ou bien les statues, que les expressions verbales ou gestuelles, telles que les chants, les slogans ou les saluts. L'interdiction des symboles nazis fut mise en œuvre de manière différente selon les zones d'occupation alliées, qui disposaient d'une certaine autonomie dans la conduite de la dénazification. Ainsi, la zone soviétique fut la plus sévère, en procédant à la destruction systématique et à la confiscation de tous les symboles nazis, ainsi qu'à la répression et à la déportation de tous les anciens membres ou sympathisants du régime. La zone américaine fut la plus modérée, en se concentrant sur l'épuration des élites politiques et administratives, tout en laissant une certaine liberté d'expression aux citoyens allemands. La zone britannique fut la plus pragmatique, en cherchant à rétablir l'ordre et la stabilité, tout en collaborant avec les anciens nazis jugés utiles à la reconstruction. La zone française, quant à elle, fut la plus ambiguë, en oscillant entre la sévérité et la clémence, selon les intérêts et les rapports de force locaux. L'interdiction des symboles nazis fut également adoptée par d'autres pays européens qui avaient été victimes ou complices du régime nazi. Par exemple, la France interdit les symboles nazis par une ordonnance du 9 août 1944 qui punissait de la peine de mort toute personne portant ou exhibant ces symboles. L'Autriche interdit quant à elle les symboles nazis par une loi du 8 mai 1945 qui interdisait également la création ou l'adhésion à tout parti ou organisation de tendance nazie. La Pologne, enfin, a interdit les symboles nazis par une loi du 31 juillet 1946 qui condamnait à la prison ou à la mort toute personne faisant l'apologie du nazisme.
L'interdiction des symboles nazis est toujours en vigueur dans la plupart des pays européens qui considèrent ces symboles comme des incitations à la haine, à la violence ou au génocide. Toutefois, certains pays ont assoupli ou abrogé cette interdiction en invoquant le respect de la liberté d'expression, de la mémoire historique ou de la diversité culturelle. Par exemple, le Royaume-Uni n'a jamais interdit les symboles nazis, mais les condamne moralement et socialement. L'Espagne a abrogé l'interdiction des symboles nazis en 2007 en estimant qu'elle était contraire à la Constitution. L'Allemagne, quant à elle, autorise les symboles nazis dans certains cas, comme la recherche, l'art, l'éducation ou la satire, à condition qu'ils ne servent pas à faire l'apologie du nazisme. Les symboles nazis, notamment la swastika, ont laissé un souvenir et un héritage contrasté en Europe et aux États-Unis d'Amérique, où ils sont associés à des significations et des usages différents. En Europe, les symboles nazis sont généralement perçus comme des symboles de haine, de violence et de génocide, qui rappellent les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Ces symboles sont donc interdits ou réglementés dans la plupart des pays européens qui les considèrent comme des incitations à la discrimination, à la xénophobie ou au révisionnisme. Toutefois, certains groupes ou individus utilisent ces symboles à des fins provocatrices, contestataires ou nostalgiques, en exprimant leur sympathie ou leur admiration pour le régime nazi ou ses idées. Ces groupes ou individus sont souvent liés à l'extrême droite, au néonazisme ou au nationalisme radical et sont généralement marginalisés ou réprimés par les autorités et la société. Aux États-Unis d'Amérique, les symboles nazis ont une signification plus ambiguë et plus complexe, car ils sont liés à l'histoire et la culture du pays. D'une part, les symboles nazis sont rejetés et condamnés par la majorité des Américains qui se souviennent de leur rôle dans la lutte contre le nazisme et de leur soutien aux victimes de l'Holocauste. Ces symboles sont donc considérés comme des symboles anti-américains, anti-patriotiques et anti-humanitaires qui vont à l'encontre des valeurs et des principes de la démocratie et de la liberté. D'autre part, les symboles nazis sont utilisés et revendiqués par certains groupes ou individus qui les considèrent comme des symboles de résistance, de rébellion ou de supériorité. Ces groupes ou individus sont souvent liés aux suprémacistes américains qui prônent la suprématie de la race blanche, le racisme, l'antisémitisme, le séparatisme ou bien le terrorisme. Ces groupes ou individus bénéficient d'une certaine tolérance ou protection en invoquant le respect de la liberté d'expression garantie par le premier amendement de la Constitution. Le souvenir et l'héritage des symboles nazis en Europe et aux États-Unis d'Amérique sont donc marqués par la contradiction et la controverse qui reflètent les enjeux et les défis de la mémoire historique, de l'identité culturelle et de la diversité politique. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous décidez de visionner une autre vidéo de la chaîne.